Enchanté, Philippe. Fanny Bourgeat. Bonjour, enchanté, bonjour. Bon matin, je suis simplement en français, Oui. Donc, vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre cas au juge. Donc, je vais afficher les cartons pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes. Pour ce qui est des 10 dernières secondes, je vais faire le décompte sur mes mains. Donc, si vous n'avez pas terminé votre présentation, après 20 minutes, je vais devoir l'arrêter pour qu'on passe à la période des questions. Il y aura un vidéo maximale de 5 minutes que je vais devoir couper également. Puis, veuillez ne pas présenter votre université durant la présentation en aucun cas. Donc, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Comme le veut le dicton, jamais 2 sans 3, il y a eu une première révolution dans le monde des jeux vidéo en 1994 avec la PlayStation de Sony, suivie d'une deuxième révolution plus récente, celle-ci, en 2006 avec la Wii de Nintendo. Les experts disent qu'il y aura une troisième révolution en 2013. Et pourquoi pas marquer cette révolution dans le sigle de votre entreprise, NSI. Alors, pour le plan de la présentation, il y aura les offres et les opportunités, ainsi que le système et les outils de gestion et les autres considérations que mes collègues et moi, Loïc Thima et Stéphanie Bourgeois, ainsi que moi-même, Philippe Turcotte, nous allons répondre à vos questions. Alors, pour ce qui est du premier mandat, l'offre et les opportunités, ils se diviseront en 5 opportunités. Premièrement, il y aura l'offre de Dreamworld quant au film L'Incroyable George et le jeu qui vient avec ce film. Il y aura le jeu sur console, l'offre d'achat par Forever Play, ainsi que le lancement de Bosses 102 et finalement le financement avec DE. Pour ce qui est de la première offre avec Dreamworld, donc nous avons ici préparé un tableau d'entrée de fonds et de sortie de fonds. Donc il y a de façon optimiste, il y a de façon pessimiste. Donc de façon optimiste, ce serait 20% des 11 millions d'entrées du film de l'Incroyable George, donc 20% sur ces 11 millions d'entrées, fois le prix de 2,99 qui serait réalisé en vente d'un jeu sur mobile. Donc au prix de 2,99, nous retranchons 30% qui irait dans les poches de Apple et le 70% restant serait divisé en parts égales, donc 35% à Dreamworld et 35% à votre compagnie NSI. Donc, si nous venions à nos calculs, pour le 11 millions d'entrées fois le 2,99 fois le 35% qui demeure à NSI, nous aurons une entrée de fonds de 2 302 300 $. Et pour ce qui est des coûts engendrés par cette option, eh bien, ils ne sont pas nécessairement majeurs, car vous avez déjà les capacités de répondre à ce projet, considérant la taille des 2000 heures et 4000 heures de programmation qui sont en jeu. Donc, nous avons finalement un résultat de 2 169 300 $ qui est positif de façon optimiste. Et de façon pessimiste, ce serait 10% du 11 millions de 6,5 millions d'entrées donc du film L'Incroyable George, donc seulement 10% qui serait converti en achat à 2,99 $ de l'application. Donc, ça nous ferait un résultat de 547 225 $. Cependant, est-ce que NSI peut accepter ce projet sans diminuer ses autres projets? C'est ce que nous verrons dans la prochaine présentation. Donc, il y a un certain coût de renonciation. Car vous, Antoine, vous nous avez dit qu'il y a 3 projets principaux pour 2013 qui pourront être lancés. Un en juillet, un en avril, avril, juillet et octobre. Donc, avril et juillet pourront être sortis. Cependant, il y a dans le contrat avec Dreamworld une entente qui signifie que le 1er octobre, le jeu devra être prêt. Ainsi, vous devrez renoncer à votre 3e projet qui devait avoir lieu pour le 1er octobre et le remplacer par le projet avec Dreamworld. Pour vos 3 projets, le nombre d'heures est inscrit ici, donc c'est 3000 heures de design et 4500 heures de programmation, pour une rentabilité de 700 000 $ pour les 3 projets. Cependant, comme vous voyez ici, le 3e projet pourrait être remplacé par le projet avec Dreamworld, qui serait beaucoup plus rentable que les 700 000 $ qui seraient prévus pour le 3e projet par NSI. Donc ici, la variation pourrait être de 547 000 à 2,2 millions, tel que mentionné dans la slide précédente sur les effets pessimistes et optimistes des résultats. Donc, il y a aussi des aspects qualitatifs à prendre en considération.
il y a le fait d'être associé à un énorme nom. DreamWorld est reconnu dans le milieu du cinéma et s'associer à un gros nom pourrait vous permettre d'être reconnu mondialement, et ce, même si vous œuvrez dans le domaine des jeux vidéo. Deuxièmement, c'est une excellente rentabilité. Tel que mentionné, vous aviez un projet d'une rentabilité de 700 000 $ et nous le remplaçons par une rentabilité de 2,2 millions $. Cependant, ces chiffres ont une certaine limite car nous sommes basés sur des états financiers non vérifiés. Dans les points négatifs, Antoine, on vous connaît comme étant le créateur de jeux chez NSI, donc il vous trouvez, et ce avec raison, que ça va diminuer un peu votre processus créatif quant au projet avec DreamWorld, car il y a des ententes avec DreamWorld concernant les aspects du jeu. Cependant, vous avez d'autres projets pour œuvrer dans votre processus de création. Ceci dit, ce projet-là est un processus tout aussi créatif avec une excellente rentabilité. Donc, ce serait un important projet pour votre compagnie pour assurer cette croissance qui est déjà bien présente dans votre entreprise. Il y a aussi le crédit d'impôt qui est moins important. On sait qu'il y a deux catégories de crédit d'impôt, le crédit d'impôt 1 et le crédit d'impôt numéro 2. Le crédit d'impôt numéro 1 est plus élevé car ça doit avoir lieu quand les projets viennent de votre part. Le crédit d'impôt numéro 2 est plus bas, 27,25 %, car c'est des projets qui sont acceptés avec d'autres entreprises, donc un processus créatif moins important. Et puis, il y a des délais qui sont courts, tel qu'Antoine l'a mentionné. Les délais sont extrêmement courts car le jeu devrait être prêt le 1er octobre. Cependant, vous aviez déjà en place un projet pour le 1er octobre. Donc, nous recommandons finalement d'accepter le projet avec DreamWorld. Et je laisse la parole à mon collègue Loïc pour le point numéro 2. En ce qui concerne la deuxième option, il s'agit du développement d'un jeu de vidéo pour console. Bon, essayons de rappeler l'axe principal ici. Vous êtes en pleine croissance, donc l'objectif principal pour vous, c'est de maîtriser votre croissance. Donc, il ne faudrait pas vous lancer dans des projets trop volumineux qui nécessitent beaucoup d'investissement, sinon ça risque de mal se passer. Actuellement, votre entreprise a une bonne santé financière. Donc, les hypothèses que nous avons posées pour ce développement de jeu, nous n'avons pas tenu en compte les lignes de code fournies par Etienne. Nous ne connaissons aucune mention légale. Nous savons que c'est en fonction d'un projet qu'il a travaillé dans une autre entreprise. C'est ces lignes de code qu'il voudrait utiliser. Donc, nous ne nous basons pas sur ces lignes de code. Donc, ce qui fait que nous considérons le nombre maximal d'heures qui pourrait aller pour ce projet. Donc, nous avons pris 20 000 heures pour les seniors design, 30 000 heures pour les seniors associés et comme vous pouvez le constater, 60 000 et 90 000 pour les programmeurs. Ça, c'est des hypothèses que nous avons posées. Donc, plus tard, avec les conversations avec vous pour ajuster les chiffres, vous allez nous dire quelles sont les hypothèses que nous devons ajuster. Donc, ceci donne comme flux monétaire les entrées de fonds de 11 347 500 $. Ici, nous avons considéré que le jeu vidéo allait sortir en 2014, donc 18 mois pour le jeu vidéo. Donc, pas plus de 250 000 $, pas plus de 250 000 unités de vente, comme cela a été mentionné dans le dossier. Et selon les hypothèses que vous avez vues tantôt, les frais de design totaux, 54 000 plus 673 000, plus les frais de marketing, 1 109 000. Avec ce projet, vous allez aller chercher d'autres crédits d'impôt pour les jeux vidéo de 1 600 000 et là ça va vous donner un résultat positif de 6 46 000. Mais cependant il y a des aspects qu'il faudrait considérer, des avantages et des inconvénients. C'est bien l'industrie du jeu vidéo, des jeux sur console. Nous savons qu'il y a un plus large comme avantage, un plus large éventail de joueurs, de gamers comme on dit. Le rendement est assez important et les crédits d'impôt que vous allez chercher seront plus importants. Mais comme inconvénient, vous n'avez aucune garantie sur la réussite de jeu. Cela nécessite un investissement massif et le plus grand inconvénient que nous avons, ce n'est pas votre champ de compétences. Vous êtes spécialisé dans des jeux comme Boss 101, c'est grâce à ça que vous vous trouvez où vous êtes aujourd'hui. C'est grâce à Boss 101 que l'entreprise connaît une rentabilité exceptionnelle cette année. Malgré que le projet soit rentable, nous jugeons que ces inconvénients sont trop lourds pour le moment pour que vous embarquiez dans ce projet. Donc ce que nous vous proposons comme recommandation, c'est de refuser le projet de jeu vidéo, mais de le faire pour une date ultérieure. Nous vous conseillons, mon équipe de gestion et moi, nous vous conseillons de maintenir, rester comme vous êtes. Mais pour le projet de jeu vidéo, avec cette analyse de rentabilité, c'est un projet à envisager dans un futur. Pour ce qui est du troisième point, des offres et des opportunités, il y a eu une offre d'achat faite par Forever Play pour se faire acheter par l'entreprise NSI. Sur le marché financier, ça peut sembler être intéressant de manger un compétiteur. Cependant, à quel prix?
Ici, nous avons fait un tableau de synergie pour calculer combien la synergie pourrait rapporter avec une acquisition d'une autre entreprise. Tel qu'est exposé ici, nous avons émis des hypothèses. Donc, nous avons émis que le taux de croissance interne de G1 était de 5% pour NSI et de 0 pour Forever Play, car il y a un résultat net pour l'année 2012, ce qui signifie qu'il n'y a probablement pas de versement de dividendes. Également, le CAPM. Donc, le CAPM, nous avons établi qu'il était de 8% pour NSI et supérieur donc, à 15% pour l'entreprise Forever Play, car c'est une entreprise qui est plus risquée. Et c'est ce qui explique aussi le bêta supérieur à 1 et inférieur à 1 pour votre entreprise NSI. Ceci dit, nous sommes basés sur les flux monétaires des résultats nets plus l'amortissement pour les deux compagnies. Donc, il y a eu une perte nette pour Forever Play de 7 845 000 en 2012, plus l'amortissement qui était de 12 015 $, ce qui arrive à un flux monétaire de 4 170 $. Donc, si nous fions au flux monétaire actualisé sur un horizon de 2 ans, nous avons pris un horizon de 2 ans car NSI a réussi à avoir une rentabilité après 2 ans. Donc, nous avons émis comme hypothèse que 2 ans semblait justifié. Ainsi, nous avons obtenu une valeur actuelle nette qui est de 81 millions pour l'entreprise. Donc, NSI vaudrait 81 millions basés sur les flux monétaires actualisés. Par contre, seulement 30 000 $ pour la compagnie Forever Play. Et Forever Play demande 500 000 $ pour son entreprise qui vaut sensiblement 30 000 $. Donc, ce n'est pas nécessairement une offre très alléchante pour votre compagnie. Alors, le résultat qui est important dans ce tableau, c'est le résultat de la synergie. Est-ce qu'il y a perte ou gain de synergie? Normand, de chez Forever Play, a dit qu'il y aurait un gain de synergie entre 100 000 et 200 000 $. Cependant, selon nos chiffres, nous arrivons à une perte de synergie de 1 922 000 $. Et nous devons prendre en considération que la participation dans l'entreprise de Forever Play dans NSI serait de 15%. Donc, il y aurait 15% à Forever Play et 85% à NSI. Si on prend en considération la valeur de votre entreprise avant fusion, qui est de 81 207 000 $ basée sur la valeur actuelle nette des flux monétaires, et ça, c'est la valeur à 100%. Et si on retranche le 15% qui irait à Forever Play, donc 85%, il y aurait donc le 15% de la perte de synergie qui serait attribuée à votre compagnie. En fait, la valeur de votre entreprise diminuerait si elle achetait Forever Play. Donc, notre recommandation ici, ce serait... En fait, non, il y a d'autres points. En fait, la valeur de l'entreprise, donc, tel que mentionné, est de 500 000 $ et comme la valeur de l'entreprise est de 30 000 $, elle est surévaluée. Il y a une perte nette en 2012 et l'entreprise de Forever Play a de l'extrême difficulté à aller chercher du financement et accumule les dettes. Il y a 2 mois de retard sur les salaires. Donc, notre recommandation, c'est de refuser l'achat de Forever Play, ce qui diminuerait la valeur de votre entreprise NSI qui est en pleine croissance. Alors, je laisse mon collègue Loïc pour un autre mandat que nous avons, c'était par rapport à Boss 102. Boss 101 a connu du succès et vous voulez vous lancer dans Boss 102. Donc, toujours ici, nous avons utilisé des hypothèses. Nous sommes basés sur les chiffres que vous nous avez donnés. Actuellement, tous les programmeurs et tous les designers de jeux vidéo sont occupés. Vous avez dit dans le dossier que nous avons reçu, ça va prendre un designer associé de plus et 2 programmeurs. Nous avons considéré que toutes les charges totales seront affectées à ces designers. Le produit 2 fois moins de temps et nous avons supposé la sortie en fin 2013, toujours selon les informations que nous avons dans le dossier. Et comme chiffre, nous avons une entrée de fonds liée à ce jeu vidéo de 7 20 000 $. Nous avons pris le scénario le plus pessimiste, soit 60% des gains par rapport à Boss 101. Les frais de design, c'est 8 800, la programmation 84 150. Bon, mon collègue, M. Turcotte et moi, nous avons omis de mentionner comme hypothèse pour les heures de travail, nous avons considéré 60 heures de travail en moyenne pour chaque employé parce que dans le dossier, nous avons constaté que les employés avaient travaillé entre 50 heures supplémentaires et 75 heures en heures supplémentaires non rémunérées. Donc nous avons supposé 60 heures supplémentaires pour établir le taux horaire afin d'établir tous les chiffres que nous avons. Ceci étant dit, nous allons chercher d'autres crédits d'impôt. Et en plus de cela, ça vous donne un résultat positif de 6 916 000. Et ça va être le scénario pessimiste. Imaginez le scénario optimiste. Imaginez les revenus, les flux monétaires positifs que vous allez dégager sur ce nouveau jeu vidéo. Bon, les autres considérations que nous n'avons pas mis dans notre tableau, il y a le bonus. Il y a des bonus que vous allez payer qui va sans doute venir diminuer.
qui va sans doute venir diminuer les flux monétaires, mais c'est pas très élevé. Il y a aussi les frais de marketing. Mais actuellement, vous avez un tremplin Boss 101 et vous allez vous servir de ce tremplin pour réduire les frais de marketing qui seront associés au nouveau jeu. Mais ces frais sont minimes et cela ne va pas venir trop diminuer le flux monétaire positif que vous avez sur ce jeu. Comme avantage et inconvénient, vous allez vous servir de la très bonne réputation de votre premier jeu vidéo qui a été un succès. Il y a l'engagement des employés. Les employés sont engagés. C'est grâce à eux que le premier jeu vidéo a réussi. Ils sont engagés dans ce nouveau projet et c'est de bon augure pour Boss 102. Ensuite de cela, les temps de production sont assez réduits parce que presque tout le travail a déjà été fait. Vous allez vous baser sur le premier succès de jeu vidéo. Et comme autre inconvénient, ça c'est juste un inconvénient pour venir mettre un point négatif. Le succès n'est pas garanti, mais c'est pas un inconvénient très important à notre goût. C'était juste pour essayer de balancer les choses. La conclusion que nous allons donner par rapport à ça, c'est d'entériner le projet. Messieurs, continuez dans ce projet. Allez dans Boss 102, Boss 101 réussi. Pourquoi pas continuer? Pourquoi pas parler d'une trilogie des jeux Boss ou plus? Donc, on va passer à l'analyse suivante, qui est le financement. Nous savons que l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie assez risquée. Les taux de rendement sont très élevés. C'est très difficile de trouver du rendement. Si vous trouvez pour des investissements significatifs, les taux de rendement vont être élevés. Mais actuellement, vous avez l'offre d'une entreprise DE. Une entreprise DE, une entreprise assez reconnue dans le domaine des jeux vidéo qui aimerait être actionnaire dans votre entreprise pour 100% des actions, mais vous voulez juste 25%. Le problème principal qui se dégage ici, c'est difficulté de financement. La conséquence, vous avez une croissance assez exceptionnelle actuellement. Il faudrait maîtriser ces croissances. Votre entreprise va bien, mais avec les problèmes de liquidité, si vous ne trouvez pas de financement, malgré la bonne santé financière de votre entreprise, elle pourra couler après. Donc, les questions de financement sont très importantes ici. Donc, ce que nous vous recommandons, c'est d'envisager d'accepter l'offre de DE. Quels sont les éléments que nous avons vus? Vendre de 25% des actions, ça fait une entrée de fonds supplémentaire de 7,5 millions de dollars. 7 500 000. Mais d'après l'étude de synergie de M. Turcotte, mon collègue, l'entreprise vaut 81 millions. Et actuellement, DE voudrait acheter votre entreprise à 30 millions. Nous croyons que DE sous-évalue votre entreprise. Donc vous pouvez aller chercher plus d'argent dans la vente de 25% d'actions. Nous ici, nous avons essayé de négocier une certaine marge de 2 fois le prix qu'ils vous proposent actuellement pour que vous allez essayer de chercher 15 millions de dollars. Donc, avantage ici, ça vous apporte des fonds suffisants. L'inconvénient, c'est 25%, ça apporte une influence notable de DE dans votre compagnie, dont les décisions de gestion seront un peu partagées, mais c'est vous qui aurez toujours le contrôle de l'entreprise. Mais comme alternative, vous pouvez aller chercher d'autres gros joueurs dans l'industrie. Votre entreprise vaut beaucoup. Et avec d'autres gros joueurs, vous pourrez par exemple juste vendre 10% des actions. Mais l'entreprise va bien, l'entreprise coûte cher et nous vous proposons d'accepter cette offre. Maintenant que vous avez une idée plus claire des projets qui peuvent vous intéresser, nous allons passer à une autre section qui est la section au niveau de la gestion. Donc, dans le fond, ici, on a différents systèmes et outils de gestion qu'on va vous proposer. Donc, avec le tableau de base stratégique, comment l'implanter? C'est sûr que pour pouvoir faire ça, il faut le faire par projet ou par département. Consulter l'entièreté du personnel pour ainsi garder leur motivation. Faire des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, et avoir un suivi rigoureux. Je vous avouerai que le suivi rigoureux est la chose la plus importante pour l'utilisation du tableau de bord stratégique. Donc, l'apport que ça a, ça fait en sorte que les employés suivent exactement le même objectif. Ils vont vers la même lignée et par contre, il y a des limites des comportements indésirables. Vous voyez ici, il y a un exemple dans le fond de comment fonctionne un tableau de bord stratégique. Il y a 3 aspects, financier, clientèle, processus interne et innovation et apprentissage. Donc c'est vraiment des aspects que vous devez développer. Vous avez les objectifs qu'on a développés pour vous. Vous pouvez en prendre aussi, dans le fond, vous pouvez prendre considération de ces objectifs-là. Et aussi, il y a les indicateurs qui vont avec pour pouvoir savoir si exactement les objectifs sont atteints. Passons maintenant à la comptabilité d'activité. Comptabilité par activité, c'est une méthode de gestion qui permet en fait de savoir la rentabilité de chacun de vos clients, de chacun de vos départements. Donc de séparer les choses, ou même aussi pour votre part, de chacun des projets de jeu que vous allez développer. Donc pour vous, c'est quelque chose de vraiment bénéfique parce que vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui est rentable et qu'est-ce qui n'est pas rentable.
Ensuite, on parle ici des coûts de revient standards. Donc, les coûts de revient standards, ça, c'est vraiment pour aller chercher les anomalies au niveau de la gestion. Donc, pour faire ça ici, ce que vous allez devoir faire, c'est premièrement établir des standards, soit les standards de l'industrie ou vos propres standards, et ensuite, avec des écarts, des mesures d'écart, vous allez pouvoir justement savoir exactement où sont les anomalies. Le genre d'écart que vous pouvez évaluer sont par exemple par rapport à la main-d'œuvre directe, par rapport au coût de fabrication ou par rapport même aussi aux parts de marché que l'entreprise est attribuée par rapport à la tendance. Et dernièrement, il y a le rendement du capital investi. C'est ici, c'est communément appelé aussi RCI. Donc le RCI, c'est vraiment quelque chose pour pouvoir motiver les employés et aussi permettre de faire des simulations pour pouvoir travailler les points à travailler. Donc, par exemple, vous faites travailler les chiffres d'affaires, etc. Donc, en considération de toutes les choses que nous avons apportées aujourd'hui, soit par rapport au projet que nous vous proposons et par rapport aussi aux outils de gestion, vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Oui, ça te dérange pas, je pense. Pouvez-vous me dire c'est quoi vos recommandations par rapport à comment on gère notre masse salariale et nos bonus? En fait, le RCI peut être justement un moyen pour pouvoir gérer ça. Parce que dans le fond, ça va donner dans le fond des pistes d'évaluation aux gestionnaires. Parce que c'est évalué selon le bénéfice net et les actifs. Donc, vous allez pouvoir être en mesure de savoir si les gestionnaires sont capables justement de prendre des bonnes décisions de gestion pour pouvoir augmenter le rendement d'entreprise. OK. Mais dans l'immédiat, là, on parlait, il était sur la table d'avoir une augmentation de 5, 10, 15 d'aller avec les bonus, de voir qu'est-ce qu'on faisait avec les bonus. Est-ce que vous avez un plan par rapport à ça? Comment ça s'intégrait dans nos plans de développement? En fait, pour l'augmentation de salaire, on avait vu ce point-là. Cependant, on n'a pas pris en considération ce point-là parce que justement, nous croyons que ce n'est pas le moment nécessairement pour l'entreprise d'augmenter les salaires des programmeurs. Je pense que le point le plus important, en fait, ce serait les offres et les opportunités et aussi de revoir les tâches attribuées à chaque employé parce que les employés effectuent plusieurs tâches en même temps. Donc, ça serait difficile de baser les salaires et les bonus sur des tâches que plusieurs personnes effectuent en même temps. Donc, il faudrait définir premièrement les tâches de chaque employé et par la suite, nous pourrons baser les bonus sur les tâches effectuées et sur le rendement d'une tâche effectuée par un employé en particulier. Dans un premier temps, on s'assure l'axe de croissance et dans un second temps, on étudie la question sur les bonus et sur les salaires. Okay. J'ai une question par rapport à la conclusion. Faire de l'impartition, c'est un sujet que vous n'avez pas abordé pendant la présentation. On a actuellement une douzaine de jeux sur le marché, dont Boss 101. Tous ces jeux sont live, continuent à être téléchargés et joués. Vous pouvez expliquer la stratégie? Oui, en fait, on a fait une analyse qualitative et quantitative par rapport à ça. L'analyse quantitative démontre que ça coûte 71 000 par mois pour faire de l'impartition et actuellement, ça vous en coûte 96 000. Donc, nous avons pris en considération tous les éléments considérés pour justement faire l'impartition. Au niveau qualitatif, en fait, on voit qu'il y a une tendance vers quelque chose d'avantageux parce que, premièrement, vous allez pouvoir mettre du temps sur d'autres éléments d'exploitation de votre entreprise, mais aussi vous allez pouvoir aussi, dans le fond, faire confiance à une entreprise qui va justement vous donner accès à des compétences clés qui sont prouvées dans le marché, surtout que ça a été référé par quelqu'un que vous connaissez. Donc, c'est très important à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que, ultimement, on vous conseille de faire l'impartition parce que les inconvénients, nous trouvons qu'ils sont un peu faibles parce que nous savons que dans le marché québécois, il y a plusieurs entreprises qui font l'impartition avec l'Inde et ça fonctionne très bien, bonne qualité, mais surtout délai rapide de travail parce que dans le fond, ils ne sont pas dans le même fusorames aussi que nous. Donc, pendant que vous dormez, eux, ils sont éveillés. Eux, ils travaillent pendant que vous éveillés. Exactement. C'est ça. Donc, 24 heures de service à la clientèle. Ça sera pas de prix. J'ai une autre question. C'était par rapport au slide sur l'engagement des employés. Actuellement,
notre entreprise vient de sortir un jeu qui a été numéro 1 sur le marché, ce qui est un exploit. Et nos employés actuellement sont payés 15% en deçà de la moyenne des salaires locaux. Je vais vous m'expliquer en quoi je peux compter sur mes employés pour rester fidèle à la compagnie pour un futur joueur. En fait, vous pouvez jouer sur autre chose que les avantages pécuniaires. Par exemple, offrir un endroit de travail vraiment très, très créatif, un peu comme Google, si on veut. Google offre justement à ses employés l'opportunité de passer du temps sur leur travail personnel pour éveiller la créativité et aussi augmenter la motivation. De plus, ce que vous pouvez faire justement pour pouvoir au moins calculer comment ça fonctionne et si vous atteignez vos objectifs, vous pouvez aussi utiliser des indicateurs de performance. Comme je l'ai montré ici dans le tableau de base stratégique, malheureusement, je n'ai pas le temps d'élaborer plus longtemps, mais avec ces indicateurs de performance, vous serez en mesure de savoir et aussi de motiver les gens et savoir si les objectifs sont atteints de manière globale dans l'entreprise et aussi par département. Donc, ça peut être des façons de faire, même si vous donnez des salaires en deçà de 15% par rapport au marché. Mais est-ce que vous pouvez me donner votre angle d'approche pour présenter ça aux employés? Parce que là, on retarde les bonus, on retarde les augmentations salariales, on va chercher un projet qui est beaucoup moins créatif avec Greenworks. On va vendre une partie de la compagnie que Antoine, notre directeur créatif, ne veut absolument pas vendre. C'est quoi votre angle d'approche pour justifier la dimension moins de bonus, moins d'argent, moins de créativité, moins de dépenses? Puis en plus, on va mesurer leur travail, chose qu'on ne faisait pas avant non plus. OK. La première des questions était tournée. Est-ce que je peux répondre? OK. Ça passe plus vite qu'on pense à faire des questions. Merci. Bonne journée.